Salut et bienvenue sur notre podcast Départ Australie. Moi c'est Julie et après 3 PVT en Australie, j'aide désormais les futurs backpackers à partir à leur tour. Si tu veux en savoir plus sur notre travail ou si tu as des questions, tu peux nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. On accueille Tiffany qui est actuellement en Australie pour travailler et visiter le pays. Elle a fait auparavant des voyages en Asie. Salut Tiffany. Eh bien, coucou, salut. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Alors, moi, c'est Tiffaine, j'ai 31 ans, je suis sur ma 2e année en Australie et j'ai fait ma première année juste avant l'année du Covid, donc en 2018-2019. Et puis là, je suis de retour depuis 3 mois en Australie. En effet, j'étais en Asie juste avant, pendant 1 an. Du coup, tu as fait plusieurs boulots, donc tu as travaillé en ferme équestre, tu as travaillé aussi dans la récolte des grains. Est-ce que tu pourrais déjà nous présenter un peu le boulot en ferme équestre? En quoi ça consiste? Alors moi, la ferme équestre, c'était une petite ferme équestre. On avait 3 chevaux, donc c'était pas énorme, et on était surtout là-bas pour en fait, on était vraiment en lien directement avec les propriétaires de la ferme équestre parce qu'ils revendent actuellement leur ferme. Donc d'ailleurs, on est actuellement chez eux. Ils revendent, mais ils avaient besoin de à la fois s'occuper des chevaux et à la fois avoir des personnes pour rénover toute la partie de la ferme et de leur maison principale. On a trouvé le boulot grâce à d'autres Français qui lui, du coup, c'était un couple. Lui, il était menuisier, donc il retapait toute la maison. Et donc voilà, on les a rejoints. On a fait 1 mois et demi avec eux. Et ouais, voilà, on faisait un peu franchement, plein de choses, vraiment divers et variés. Mais on faisait le jardin, on a retapé aussi la maison avec eux. On allait donner à manger aux chevaux. On a retapé aussi toute la partie des étables, etc. C'est vraiment divers et varié pour le coup. Et pour postuler, est-ce qu'ils ont demandé que tu aies de l'expérience avec les chevaux? Franchement, pas du tout. J'ai l'impression que l'Australie, c'est ça qui est génial, c'est que ça te permet vraiment de faire genre des boulots que tu n'aurais jamais pensé faire de ta vie. Et je trouve qu'en Australie, ce qui est top, c'est qu'ils te demandent très rarement des expériences. Enfin, nous, par exemple, ils nous ont vraiment rien demandé. Ils ont juste voulu nous rencontrer. Et je pense qu'ils voulaient juste savoir si on était un minimum débrouillard, vu que là, c'était vraiment plein de choses où il fallait toucher un petit peu à tout. Et à partir du moment où tu étais un petit peu manuel, etc., ils étaient vraiment OK. Nous, du coup, ce boulot-là, on l'a trouvé via d'autres Français sur Instagram, parce que Maxime, du coup, mon conjoint, parlait avec ce garçon-là, et en fait, de fil en aiguille, il nous a dit « Oh, ben d'ailleurs, nous, ils recherchent 2 autres personnes pour taffer. » Donc on était là « Oh, bah on est dispo. » Mais ouais, celui-ci, pour le coup, c'est un petit peu atypique parce qu'on l'a trouvé d'une connaissance. Ok. Et du coup, vous avez un peu d'expérience quand même dans la construction. Enfin, vous savez bricoler. Franchement, Max est un petit peu bricoleur. Moi, pas du tout, mais je suis très manuelle. Et honnêtement, franchement, on n'avait pas tant d'expérience que ça. Donc, je sais pas si c'est qu'on a été chanceux ou pas, mais limite, on a tout appris un peu sur le tas, à poser du placo, à faire des bandes, à poser un parquet, même tout ce qui était jardin. On a été un peu formés au fur et à mesure. Donc, honnêtement, non, on n'avait pas forcément d'expérience, à part le fait que je trouve on est assez débrouillard, on touche à tout et tout, mais sinon, non, pas d'expérience genre particulière dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Ouais, du coup, c'était plus un feeling que vous avez eu avec les proprios qui est bien passé et c'est comme ça que vous avez été embauché. C'est ça. Et franchement, dans tous les autres jobs qu'on a fait en Australie, c'est très rare qu'on avait vraiment genre une expérience dans ce domaine-là avant d'y rentrer. Enfin, je vois par exemple, on a fait des chapiteaux, les énormes chapiteaux que tu vois un peu dans les cirques et tout. Mais par exemple, là, on avait 0 expérience, et pour le coup, le gars, il nous a pris alors qu'on n'avait pas du tout d'expérience. Pareil, dans tout ce qui était les graines, on n'avait pas d'expérience. On a fait aussi, bah, du coup, une nurserie, enfin, là où on met une pépinière, bah, on n'avait pas du tout d'expérience. Mais j'ai l'impression que moi, l'Australie, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu as plein d'opportunités, et que malgré le fait que tu n'aies peut-être pas forcément d'expérience, tant que tu es motivé, ils te prennent, quoi.
Ouais. Ça, c'est cool. Quelle était ta journée type dans une ferme équestre? Alors nous, ce qui était top, c'est que les propriétaires, on avait vraiment la gestion de nos horaires comme on voulait. Donc on pouvait vraiment se lever à l'heure qu'on voulait et enfin on pouvait commencer en tout cas à l'heure qu'on veut et on peut se stopper quand on veut. On faisait le nombre d'heures qu'on voulait. Donc ça c'était vraiment vraiment chouette. Vu qu'on était avec un autre couple de Français, on commençait tous à 7 heures. Généralement, on commençait par les activités où on allait être en plein soleil. Donc, par exemple, tout ce qui allait être assez épuisant et en plein soleil dans l'après-midi, on le faisait très tôt le matin. Donc, on allait, j'en sais rien, arroser le jardin, passer la tondeuse, tout ce qui était vraiment extérieur. Après, à 8 heures, 9 heures, on allait donner à manger aux chevaux. Généralement, on passait une petite demi-heure avec les chevaux, rien que pour leur enlever ils ont des espèces de cache-yeux, les chevaux ici, parce qu'il y a tellement de mouches que du coup, ils sont protégés des mouches, clairement. Donc, à ce moment-là, c'est bien parce qu'on les enlève un peu, donc ça leur fait du bien. C'est là où on les nettoie, etc. Donc ça, c'est un peu le break, même pour nous, au niveau du boulot, parce que franchement, clairement, c'est trop cool à faire. Donc, c'est vraiment une demi-heure, 1 heure, les meilleures de la journée. Tu t'occupes des chevaux, tu les caresses, tu leur donnes à manger, t'es juste à t'occuper d'eux. Et après, généralement, on faisait tout ce qui était la partie vraiment de la rénovation. On a appris trop de trucs. Je me dis vraiment, le jour où je dois construire une maison, je connais plein de choses maintenant. Donc, c'est trop bien. Grave. Ouais, non, franchement, c'était vraiment une expérience trop cool d'apprendre plein de choses. Le cadre aussi, il est vraiment chouette parce que du coup, t'es à perte de vue avec vraiment des énormes champs que les chevaux ils aient de la place, etc. Donc tu te balades vraiment en quad tout au long de la journée dans les espaces, donc c'est trop cool. Généralement, on faisait une pause vers midi juste pour manger un petit bout et on reprenait la vraie pause du midi. On se prenait 30 minutes qui n'étaient pas inclus du coup dans notre paye. On allait manger vers 2-3 heures et on continuait jusqu'à 19h, 20h. On se faisait des journées de 12 heures. Ah oui. Donc ça faisait des belles journées, mais franchement, c'était vraiment très cool. Bosser du lundi au vendredi? On se faisait du lundi au samedi, on se prenait le dimanche en repos. D'accord, ok. Et Donc ça nous faisait une belle semaine. Franchement, Ouais. ça faisait une belle semaine de niveau paye, c'était bien. Ouais, et bah du coup, la paye, vous étiez payé combien à peu près par semaine? Généralement, quand on faisait vraiment 12 heures sur les 6 jours, ça nous faisait en net quasiment 1005 net. Ah ouais, bien. Donc en brut, on était, je crois, à 1009. Un D'accord. truc comme ça, à peu près. Du coup, je rebondis parce que genre, tu disais tout à l'heure que tu as bossé dans des chapiteaux. Et Ouais, assez atypique. Ouais. ouais. C'était pas du tout prévu. On cherchait un boulot. Et c'est Max, du coup, mon conjoint, qui a trouvé sur Gumtree. C'était un gars qui recherchait des personnes parce qu'il fait médiéval. Ok. Et en fait, ils avaient besoin de gros chapiteaux, de mettre des estrades, etc. Alors moi, j'étais là, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, Max non plus. Et au final, c'était trop cool. On était une équipe de 10 personnes et on montait des gros chapiteaux, mais vraiment énormes. C'était vraiment super grand. Ça nous prenait une semaine à monter, une semaine à démonter. C'était assez physique, mais c'était vraiment très cool. Franchement, on a appris au fur et à mesure avec les gars. En plus, on avait le logement, on dormait tous ensemble et tout. C'était vraiment très cool. Via Gumtree. On l'a vraiment contacté le matin et 2 heures après, on bossait avec eux. Et vous dormiez où du coup? Vous dormiez parce il devait pas y avoir de logement dur à côté des chapiteaux. Ouais, non, ça c'était la première année. Et du coup, à ce moment-là, on dormait. Dans quoi on dormait? J'ai l'impression qu'on changeait tout le temps vu qu'on construisait des trucs un peu partout. Mais je crois que c'était des espèces de Airbnb qui louaient pour toute l'équipe. Franchement, c'était très cool. Ah mais grave, ouais. L'événement se passait sur une journée, donc vous montez et vous redémontez le lendemain ou ça se... Je crois qu'on passait au moins 3-4 jours à monter les tentes, enfin les chapiteaux. Et on devait repasser, je sais pas, 1 ou 2 jours à les démonter. Ça, c'était l'année dernière et là, cette année, tu as bossé dans un ranch et tu as aussi bossé dans des récoltes de graines. Et bah, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait, comment tu as été embauché et quelle était ta journée type, s'il te plaît? Oui, alors les graines, c'est un process qui est un peu long au niveau du recrutement. Déjà, honnêtement, c'est un très bon plan en Australie de bosser lors du harvest, enfin de la récolte des graines. Au niveau du process de recrutement, il est long dans le sens, je crois que les récoltes elles commencent à partir de septembre-octobre et il faut
apply, il faut candidater. Ouais, il faut candidater, je crois, en juin, juillet. Donc, c'est quand même pas mal de mois avant. Donc, nous, quand on avait apply, on était déjà en Asie. On était toujours en Asie. On n'était même pas encore arrivé en Australie. Il y a plusieurs compagnies qui sont très connues. Il y a CBH et il y a Graincorp qui sont très, très connus pour les grains. Donc nous, on avait appelé sur les deux et on a été pris chez CBH. CBH, on a été contacté en septembre. On a eu un entretien, une journée d'orientation à faire courant septembre et on a été embauché en novembre. Et cette année, c'était une petite récolte vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Donc on aura fait un peu plus d'un mois. Généralement, les récoltes, elles durent quasiment 2 mois, voire 3. Donc beaucoup plus long que cette année. Et ouais, voilà, on a fait tout, en gros, on a fait tout le mois de de novembre, pardon. On a fait tout le mois de novembre au grain. Comment vous saviez qu'il fallait postuler sur ces sites? Comment vous avez trouvé ces sites? C'est un copain à nous qui l'a fait l'année dernière et qui nous avait dit si vous arrivez en septembre, dans ce cas, postulez cet été pour les grains parce que ça va être pile poil quand vous arrivez et c'est vraiment un super bon plan. Et en effet, franchement, c'est vraiment un super plan. Et vous étiez où alors? Alors nous, on était entre Espérance et Perth, vraiment au milieu des deux. On était à Lac Grace, enfin à Newdigate exactement. Généralement, c'est quand même assez reculé, tous les silos, etc. Ils sont quand même pas trop proches de la côte, quoi. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Quelle est la journée type dans ce type de job? Alors, il y a deux positions quand tu rentres dans les grains. Il y a deux positions différentes. Tu vas avoir ce qu'ils appellent les RPO. Donc ça, c'était nous. Je crois que c'est Receivable Point Operator, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Et en gros, nous, on était les personnes qui reçoivent les camions, donc les énormes trucks vraiment super mythiques d'Australie, les trucs super longs, où en gros, on les fait arriver sur les grilles et en fait, on les fait vider tous les grains. Et les grains sont acheminés au niveau des différents silos. Donc, il y a ce poste-là dit RPO. Et il y a l'autre poste c'est ce qu'on appelle les samplers. C'est ceux qui, avant que du coup nous, les trucks, les camions arrivent, c'est ceux qui y a avant et c'est ceux qui vont échantillonner le grain, le peser, voir si c'est du bon grain, dans quel type de grain c'est, etc. avant de les envoyer aux différentes grilles où nous, du coup, les RPO, on est. Donc il y a vraiment deux types de postes. Et nous, on était du coup ceux qui les vident. Toute la journée, vous faisiez que ça en fait. Vous faisiez le sample et. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, c'est vraiment soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. Nous, on était vraiment que RPO. Et j'avoue que la journée, pour le coup, elle est pas ouf comparée, par exemple, au ranch. Vraiment, la journée, c'est vraiment que vider les camions. Donc, t'es quand même dans la poussière et sous le soleil. Mais il y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment, il y a aucune difficulté au poste. C'est juste qu'en effet, c'est assez redondant. Genre, au bout d'un mois, je t'avoue que les journées, elles sont un peu longues, surtout que c'est du 12 heures. Mais franchement, c'est vraiment très tranquille. On est toujours deux par grille, généralement. Et c'est vraiment très simple, quoi. C'est juste que ça peut être un peu long à la fin. Ouais, ça se comprend. Vous, des heures, du coup, vous faisiez 12 heures par jour. Combien de jours par semaine vous travaillez? On fait du 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Nous, les jours off, ils variaient un peu chaque semaine. Je sais que ça dépend des sites. Soit il y en a, c'est fermé tous les dimanches, soit comme nous, c'est séparé dans la semaine, ça dépend. Et au niveau des horaires, on faisait du 6h, 18h30, 19h, je sais plus exactement. Ouais, c'était ça, 6h, 19h, je crois. Le logement, parce que c'était dans un village reculé, est-ce que tu étais logé? Oui, souvent, la plupart des postes, lors des harvests de grains, on a très très souvent le logement d'inclus, donc ça, c'est vraiment cool. Je crois qu'il y a peut-être des endroits quand tu es proche de la ville où peut-être ils te demandent de trouver un logement, mais généralement, je connais personne qui n'avait pas de logement. Il y a le logement et nous, on avait même le repas du midi d'inclus, donc franchement, pour économiser de l'argent, c'est vraiment le bon plan, quoi. Bah grave. Et du coup, vous faisiez combien par semaine? Donc généralement, on tourne entre 2000 et 2005, entre 2000 et 2005 net. Ah oui. Donc c'est vraiment très bien. Ah oui, grave. J'ai vu sur Insta que tu vas potentiellement bosser en mine, comme ça intéresse beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu
Comment tu as trouvé ce job et quel est le process de recrutement? Ben c'est ça, du coup, quand on a senti que du coup la récolte des grains, ça arrivait un petit peu à sa fin, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un job assez tôt, parce que notre but c'était d'essayer de pas trop avoir de marge entre chaque boulot, ce qui est des fois pas évident, parce que l'Australie ça peut prendre un temps fou entre les réponses, etc. C'est vrai que nous, quand on est arrivé sur Perth, notre but à la base principale c'était de rentrer en mine. On avait du coup les grains où on avait postulé déjà depuis avant en backup un peu, mais on voulait vraiment focus sur les mines. Donc on avait vraiment passé 2 ou 3 journées, je sais plus, 3 journées je crois, à faire le tour de Perth, à aller voir toutes les agences qui recrutaient dans les mines. On avait donné nos CV, etc. Mais ça n'avait pas porté ses fruits. On avait donc du coup on est parti dans les grains et là quand on a senti que ça arrivait sur la fin, on a relancé en fait toutes les différentes agences où on avait récupéré les cartes de visite quoi. Donc on a relancé, on a appelé et du coup franchement c'est un travail de longue haleine parce que ils ont tellement mais tellement de monde qui postule pour aller en mine qu'il faut vraiment s'accrocher. Donc, il faut pas hésiter à vraiment appeler souvent et tout. Mais on a dégoté un medical check, comment on appelle ça, un check médical. Et généralement, en mine, en tout cas, qui dit que tu as un check médical, ça veut dire que généralement, tu es pris après parce que les mines payent ton check médical, je crois, à peu près 250 €, un truc comme ça, ou dollars. Ça leur coûte un petit bonbon. Donc, généralement, quand tu sais que tu as un medical check, ça veut dire que généralement, après, tu peux rentrer en mine parce que, bah voilà, ils ont payé ton truc, donc ils vont te lancer après dans les mines. Donc, en principe, on part d'ici quelques semaines faire notre premier swing, comme ils disent. C'est très technique, hein. Il y a plein de mots spéciaux liés au monde de la mine. Mais du coup, on part le 27 décembre faire notre premier swing en mine. Ouais, oui, le swing, c'est faire 2 semaines d'affilée et après une semaine off. C'est ça, mais il y a swing, il y a aussi ce qu'ils appellent des shutdowns, il y a vraiment trop de trucs. Ouais, Au ouais. début, t'es un peu perdu, franchement, dans le monde. Et vous avez eu un entretien avec le manager de la mine? On n'a pas eu d'entretien avec le manager de la mine, on a juste eu un entretien avec l'agence de recrutement. Vous aviez des tickets particuliers pour pouvoir travailler dans ce job? Oui, enfin pas en vrai, pas en particulier pour là ce qu'on va faire, mais quand on est arrivé sur Perth, on avait quand même passé plusieurs tickets. On a passé les 3 basiques, genre gas tasting, working high et confine space. Et on avait aussi passé le EWP over 11, c'est genre bosser dans une espèce de plateforme en hauteur à plus de 11 mètres. On avait passé ces 4 tickets-là. Et du coup, ça nous donnait aussi la licence pour travailler en haut risque. D'accord. Mais là, nous, on va travailler en tant que utility, donc c'est vraiment c'est tout ce qu'ils appellent kitchen hand, housekeeping, c'est le nettoyage. Tu peux bosser un peu dans la cuisine, dans nettoyer le site principal, etc. Donc au final, on n'a pas réellement besoin des tickets qu'on a passés, quoi. Ouais, donc vous allez faire le housekeeping pour les personnes qui bossent en mine. Et vous serez logé sur Ouais, c'est place? ça. Bah, c'est ça. Du coup, quand tu pars en mine, donc ce qu'ils appellent le fameux swing, tu pars 2 semaines, donc 14 jours, et tu reviens en repos une semaine. Et pendant ces 2 semaines-là, du coup, tu es logé sur mine parce que tu y vas en avion, ce qui est encore assez typique des mines. Tu pars en avion de Perth. Donc là, par exemple, nous, on a reçu un billet d'avion, ce qui est vraiment trop bizarre de se dire que tu vas au boulot en avion. Tu reçois un billet d'avion, tu vas bosser en mine pendant du coup les 14 jours. Tu es logé et nourri, donc le midi, le soir, le petit-déj et tout. Ouais, voilà, nourri et logé, et tu reviens une semaine off. Et là, par contre, c'est une semaine où t'es pas payé. Ouais, du coup, vous serez en FIFO. Ouais, exactement, FIFO. Ouais, ça il faut. Vous savez quelle sera votre paye Bah, du coup, on a reçu là ce matin le contrat. Et dans le contrat, donc on est payé 37 ou 38 de l'heure. Le soir, alors c'est vraiment pas exceptionnel, je crois que c'est 38. Et lors des Boxing Day, là, des jours fériés, on est à 61 de l'heure. Je crois qu'on avait calculé, vu qu'on part, on va avoir le nouvel an. Donc je crois que ça fait le 31 et le premier, ou peut-être que le premier, qui est en férié. Mais c'est à peu près, parce que du coup, là, c'est avec nos calculs. Mais je pense qu'en net, on sera à peu près sur du 2003-2004 net la semaine.
Ouais, ce qui fait un énorme salaire, quoi. Ouais, au final, c'est à peu près comme les grains, hein, finalement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, du coup, on va parler un peu des conseils. Est-ce que tu avais un bon niveau d'anglais avant d'arriver en Australie? Ou est-ce que tu as appris sur le tas? Enfin, Ça allait, ça allait. Moi, j'ai bossé en hôtellerie, j'ai bossé dans pas mal de pays, donc ça allait. J'ai pas du tout un anglais amazing, hein, mais ça va. Je me fais comprendre, je comprends généralement. L'australien, l'accent australien est quand même assez spécial, donc toujours un peu compliqué, mm. mais ça allait. Mais par exemple, mon conjoint, enfin Max, du coup, lui, il parlait pas un brin d'anglais. Et il a passé 4 mois en Tasmanie qu'avec des anglophones, enfin des personnes internationales et tout. Et lui, maintenant, il se débrouille vraiment bien en anglais. Donc, pour le coup, on est arrivé avec pas du tout le même niveau et ça se fait vraiment bien, quoi. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Bah, une fois que tu restes avec des personnes, des anglophones ou avec d'autres personnes non françaises, c'est sûr que tu peux que progresser, ouais. Bah, franchement, c'est vraiment le conseil parce que quand tu restes que avec, t'as tellement tendance à aller vers les Français. Mais si tu veux vraiment bosser ton anglais, limite, essaye de pas aller trop vers les Français et t'apprendras mais tellement plus vite. Grave. Que tu aurais d'autres conseils à donner aux futurs backpackers ou aux backpackers qui sont déjà en Australie? Si c'est pour le boulot, je dirais ne lâchez rien. Et si des fois vous êtes dans le flou, c'est archi normal parce que les périodes de recherche, elles peuvent être super déprimantes. Il y a des moments où on peut trouver un job en 2-2 et franchement, tant mieux. Mais je trouve que pour moi, il y a deux facteurs genre, super importants. C'est la persévérance et la chance. La chance, elle est indépendante de nous, donc voilà, ça se contrôle pas. Mais il y a quand même un facteur qui est de la persévérance. Il y a des moments où tu vas pouvoir rechercher et rechercher et de pas du tout avoir de retour ni quoi que ce soit. Et en fait, ça va tomber genre une semaine après, tu vas commencer à avoir plein de petits appels, des personnes qui reviennent vers toi, etc. Donc je dirais juste sois persévérant et ça va le faire. Il y a rien qui arrive non plus tout seul. Donc si tu envoies 2-3 CV par jour, c'est sûr qu'il y a tellement de monde que tu vas un peu passer dans les mal du filet. Mais ouais, je dirais juste d'être persévérant, de pas lâcher. Il y a des moments, c'est un peu la déprime parce qu'il y a rien, mais si tu continues, franchement, à un moment, ça va donner. Et quand tu trouves enfin, dès que tu trouves un job, après, bah, c'est bon, ça roule et c'est cool, mais juste de pas s'arrêter en tout cas, pour ceux qui cherchent un job, je sais que des fois, ça peut être super compliqué, mais juste, faut pas lâcher, quoi. Il y a un moment, les envois de mails, d'appels, de se rendre dans les agences, etc., c'est sûr qu'à un moment, ça paye. Ouais, Donc, juste un peu de persévérance, quoi. ouais, c'est vrai et on le dit souvent en plus. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? J'en ai une, même deux qui se joignent un peu. Déjà, j'ai rencontré du coup Max, mon copain, en Australie, à Sydney. Donc on est toujours ensemble, ça fait 4 ans. Et en Australie, la toute première année, ça faisait quoi? Ça faisait un mois, je pense, qu'on se fréquentait et tout. Il avait un 4x4 et moi j'étais trop fan de lui parce que moi je conduis pas beaucoup, donc j'étais en mode ouais, il conduit un 4x4, on va dans les montagnes et tout, c'était trop cool. Et du coup, on va se balader dans les montagnes, on passe plein de portails. Enfin, je me dis, ouais, il est trop bien, on est libre, c'est trop génial et tout. Sauf qu'on s'est engouffré dans un lac d'argile. Le 4x4, il est resté bloqué. Ah merde. Là, la panique à bord, il y a l'eau qui a commencé à rentrer dans le 4x4. Du coup, franchement, moi, je suis trop nulle en tout ça, mais il laisse tourner le moteur pour pas que l'eau rentre dedans ou je sais pas quoi. Et au final, l'eau est rentrée dedans. On a trouvé un tracteur, un fermier qui était pas loin. Il a pris le tracteur. On a essayé de débourber le 4x4. C'était vraiment folklore. Ça faisait genre peut-être un mois qu'on était ensemble. Mais du coup, assez marrant. On a laissé le 4x4 toute la nuit en haut de cette montagne. Il y a nos copains avec qui on était à l'époque qui étaient venus nous chercher avec un autre 4x4 qu'on a mis en galère pour qu'ils viennent nous chercher pour qu'on puisse sortir de cette montagne-là la nuit, quoi, mais on a été le récupérer le lendemain. Le fermier nous attendait super pas heureux parce que du coup, on était passé dans son champ, on avait fait n'importe quoi, on avait pris son tracteur, enfin, franchement pas top. Et au final, il nous a aidés et vraiment fou, mais ce 4x4 a fonctionné jusqu'à la fin de notre road trip encore plusieurs mois, donc vraiment un survivor. Mais ouais, non, c'était assez marrant. On a les photos de ce 4x4 complètement dans l'eau, là, dans l'argile. C'est vraiment une anecdote assez drôle. Franchement, quand on y repense, on en rigole trop. Mais grave. Et aucun dommage. Ça, vous avez trop de chance.
Je pense qu'en vrai, le 4x4, il n'était pas dans sa meilleure vie, mais en vrai, il nous a tenus jusqu'à la fin de la première année, donc j'ai envie de te dire, nickel chrome. Grave, mais grave. Du coup, la deuxième? Ben, la deuxième, c'était juste parce que je pensais du coup à Max que j'ai rencontré en Australie et on s'est fiancés là aux Maldives pendant le tour du monde, le début de notre tour du monde là, il y a quelques mois. Et je me disais, c'est quand même trop fou parce que moi, je suis revenue en Australie parce que j'ai quitté la France, que j'étais en PLS, j'ai fait un gros burn-out, je sortais d'une grosse rupture et tout. Et quand je repense, je me dis, j'ai rencontré Max en Australie, on a fait des road trips, on a fait nos fermes, on est revenu en France avec le Covid, on a voyagé un an en Australie, en Asie, on est de retour en Australie, puis on s'est fiancés et tout, donc je me dis genre, ouais, trop bien, trop beau. Oh, Trop cool. félicitations hein, alors pour ces fiançailles. Et ouais, quelle belle love story, c'est trop beau. Ça fait rêver. Ouais, non, franchement, belle histoire, belle histoire. Mais grave. Et ben, je te remercie, Tiffaine, pour ce témoignage. Et est-ce que tu serais d'accord pour laisser ton Instagram si des personnes ont des questions suite à ce podcast? Non, avec grand plaisir. J'essaie de donner déjà plein d'infos sur tout en règle générale, les jobs et tout. Mais vous pouvez me trouver sur Insta. Mon nom, entre guillemets, c'est Tif, T-I-F, Travel, T-R-A-V-E-L. Donc tout collé, Tif Travel. Et oui, non, n'hésitez pas. Je suis peut-être un tout petit peu longue des fois à répondre. Je réponds pas directement. C'est mon petit défaut. Mais non, avec grand plaisir. Eh ben, je te remercie, Tiffaine. Je te dis à bientôt. Oui, merci. À bientôt.